Ça fait 4 ans que je fais des analyses de films, de séries et de jeux vidéo sur ma chaîne en espérant que ça m'aide à écrire des meilleures histoires. Et j'ai beau écrire depuis, j'ai pas fini un seul scénario de long métrage. À quoi ça sert? If the poem's score for perfection is plotted on the horizontal of a graph, and its importance is plotted on the vertical, then calculating the total area of the poem yields the measure of its greatness. Est-ce qu'analyser peut nous aider à créer? Excrement. We're not laying pipe. We're talking about poetry. Et est-ce qu'il y a des contre-indications? Rip out the entire page. Le mot analyse, plus on se penche dessus et plus il devient flou. Certains disent analyser alors qu'ils critiquent, et à l'inverse, il y a certains critiques qui semblent savoir analyser avec précision pour mieux cerner l'œuvre qu'ils commentent. Donc pour essayer de répondre à la question à quoi ça sert l'analyse, il faut d'abord qu'on définisse un peu mieux le terme. Le mot provient du grec analusis, qui est un dérivé de analuein, délier. D'Aristote à Descartes, l'analyse consiste à séparer les plus petits éléments d'un tout afin de mieux comprendre l'ensemble, séparer les idées simples pour mieux refonder tout le savoir. Et refonder le savoir, c'est la synthèse, c'est rassembler les éléments d'une façon cohérente. On parle souvent de l'analyse, qui est le fait de décomposer, et on oublie de séparer cette étape de décomposition de l'étape de recomposition, la synthèse, qui tire les conclusions. En art, je crois qu'il y a 3 types d'analyse. En premier lieu, il y a l'analyse qui permet de juger de la qualité d'une œuvre. C'est souvent la première réaction qu'on a quand on veut parler de l'œuvre. J'aime bien. J'aime pas. Oh, c'est cool. C'est nul. C'est incroyable. C'est éclaté au sol. On pourrait argumenter que c'est la base de la critique. C'est le point de départ. En soi, c'est l'analyse de la valeur de l'œuvre. Et si on creuse plus loin, c'est l'analyse de notre ressenti face à l'œuvre. Au début, le jugement, il se base plus sur un sentiment que sur des arguments. C'est le ressenti qui prime plutôt que l'analyse construite. Mais dès qu'il faut se justifier, on analyse. On trouve des raisons derrière notre jugement. Et après analyse, notre jugement peut même évoluer. Notre critique peut se construire plus consciemment. Mais pourquoi ? Pourquoi on peut trouver un film sympa au premier abord, puis après coup réaliser qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'il suggère politiquement, par exemple? Et inversement, pourquoi on peut s'ennuyer devant une série et s'y intéresser a posteriori pour les thèmes qu'elle aborde? D'après Pierre Bourdieu, le goût est une construction sociale. Quand on dit « c'est de la merde », on veut dire « je suis pas le genre de personne qui aime ça ». On se place dans une catégorie. C'est une posture identitaire que d'avoir un jugement, et c'est un marqueur social. Et comme l'appartenance sociale fait partie de nos besoins primaires, on juge. It's just a bunch of crappy opinions backed up by even crappier comparisons. Là où la critique a un impact fort, c'est par sa nature prescriptive. C'est par la critique qu'on influence les choix culturels du public. Quand on nous conseille un film ou qu'on nous assure qu'un autre film ne vaut pas le coup, ça influence nos choix et à l'échelle, ça peut influencer les finances de l'industrie. La critique a donc un rôle énorme à jouer dans l'éducation des spectateurs et dans les décisions prises par les créateurs. Dans Ratatouille, Anton Ego est le critique qui terrorise le milieu culinaire. C'est lui qui a retiré une étoile à Gusto, ce qui aurait plongé le grand chef cuisinier dans une dépression et causé sa mort. Le caractère design d'Ego ressemble à Dracula, son bureau a une forme de cercueil, et il est bien parti pour signer l'arrêt définitif de la carrière de nos personnages. I don't like food, I love it. If I don't love it, I don't swallow. Le critique incarne la mort pour l'artiste. I'd like your heart roasted on a spit. Mais lors de la confrontation finale, Ego retombe inévitablement amoureux de la simplicité et se souvient de son premier amour pour le goût de la bonne cuisine. Un amour innocent et passionné. Après avoir été la mort pour beaucoup d'artistes culinaires, il réalise qu'il a un autre devoir que celui de définir l'inatteignable notion d'idéal pour les artistes désespérés. And that is in the discovery and defense of the new. Il doit trouver le courage de défendre les humbles artistes émergents. The new needs friends. Et c'est pas un faux courage, c'est pas juste une parure. En défendant la cuisine d'un restaurant infesté de rats, Ego perd son travail et sa crédibilité. Il a pris un risque et en a payé le coup. Et le dénouement de Ratatouille montre le critique et l'artiste en collaboration directe. Ego est devenu investisseur pour permettre à la cuisine de Rémy de continuer d'exister. Étroitement lié avec l'analyse de valorisation, il y a l'analyse du sens. En observant tous les éléments qui constituent un tout, on peut voir se dégager des thèmes. C'est pas pour rien qu'on aime les histoires. Depuis notre plus jeune âge, on apprend que les fables ont des morales. On cherche à comprendre pourquoi un tel agit de telle manière. Les histoires sont la façon dont on se représente le monde qui nous entoure. Les rationalistes vous diront qu'ils ne croient que dans les faits scientifiques, mais même la science tire des conclusions de la même façon qu'on construit une histoire. Chaque lien de cause à effet est à lui seul une petite histoire. Ceci, ajouté à cela, engendre un phénomène de transformation qui mène à un résultat. Début, milieu, fin. Si on comprend mieux le monde autour de nous grâce aux histoires, on a intégré que l'intérêt des histoires était de porter un message, et parfois, ce message semble caché loin sous la surface. Alors l'analyse permet de séparer les éléments de l'histoire afin d'en déceler les points communs,
et de mieux s'en représenter l'évolution et d'établir une théorie sur ce que le tout signifie. Mais parfois, cette analyse se heurte à des murs de briques. Vous avez déjà tenté d'analyser un film de David Lynch ou des frères Cohen? What did we learn, Palmer? I don't know, sir. I don't fucking know either. Au passage, ce film-là, Burn After Reading, j'ai voulu le remater, mais il était plus dispo sans paiement supplémentaire sur le catalogue Prime Video France, alors que, hop, et hop, en Inde, il est dispo. NordVPN, c'est le fameux VPN en fait. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Bah oui, parce que c'est pas juste un VPN en fait, c'est le garde du corps qui assure votre sécurité en ligne. Et il est simple à utiliser, rapide et efficace. Avec l'abonnement basique, vous pouvez utiliser le logiciel sur jusqu'à 10 appareils en simultané, donc téléphone, ordi et tablette, mais aussi Apple TV et Android TV. Au-delà du changement d'emplacement virtuel, qui est cela dit ultra pratique pour contourner les géorestrictions et accéder au catalogue complet de vos plateformes de streaming, NordVPN renforce aussi votre confidentialité en chiffrant vos données de navigation et en masquant votre adresse IP et votre position. Et bien sûr, ils appliquent une politique no-log, donc aucune de vos activités en ligne n'est enregistrée par NordVPN. Il y a aussi une protection anti-menace intégrée avec un filtre pour bloquer les sites malveillants, les trackers web et les publicités intrusives. Et ouf là, apparemment il y a un autre service que j'ai utilisé qui a fait fuiter mes données il y a environ 1 an. Bah heureusement que NordVPN surveille le dark web pour moi et me prévient pour que je prenne les mesures nécessaires quand mes informations sont exposées. Avec le lien en description, vous avez 4 mois offerts en prenant un abonnement de 2 ans. Ça revient à moins de 3 € par mois et c'est satisfait ou remboursé pour les 30 premiers jours quand on considère tous les films auxquels ça donne accès. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon, expliquez-moi la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace. Donnez-moi une signification cohérente qui ne ressemble pas à une théorie fumeuse, mais à une vérité ultime que renferme ce moment du film. J'ai cru voir passer un enregistrement audio de Kubrick qui expliquait ce que cette fin représentait à ses yeux, mais est-ce que la recherche de sens, c'est comprendre l'intention de l'auteur? La première fois que j'ai vu Le Parrain 2, j'avais pas encore débuté mes études de cinéma, donc je dis ça pour me dédouaner, j'avais pas encore appris à décomposer les éléments de l'histoire dans les films que je regardais pour en extraire les thèmes, et je suis sorti du visionnage avec le sentiment que le film parlait de la notion de respect. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit un des thèmes principaux du film, mais à l'époque, la leçon que m'a apporté ce film était importante pour moi, pour mon développement, dans le contexte de la vie que je menais. Mais alors, est-ce qu'il y a plus de mérite à trouver le vrai sens d'une œuvre? C'est quoi d'ailleurs le vrai sens d'une œuvre? Celui que l'auteur y aurait caché? Et si l'auteur se trompait sur l'interprétation de son œuvre? Combien d'auteurs ont pensé parler d'un thème avant d'être accusés par le public et les critiques d'en avoir représenté tout l'inverse? Combien d'intentions d'auteurs ont été inventées par le public et déclarées comme la vérité de l'œuvre, qu'elle soit volontaire ou involontaire par l'auteur, que ce dernier en ait été conscient ou non? Alors quoi, l'auteur est comme un patient en cabinet de psychanalyse qui se livrerait en public sans savoir ce que son esprit renferme, trompé par ses propres intentions, ces mêmes intentions permettant aux psychanalystes incarnés par le public d'y voir plus clair, de déceler les véritables motivations inconscientes de l'auteur patient? What the fuck is going on here? Dans son essai La mort de l'auteur, Roland Barthes accuse justement les critiques de tenter de trouver l'auteur sous le texte. Il avance que le texte lui-même n'est qu'un ensemble de citations et d'idées qui n'appartiennent pas à l'auteur, qui viennent de tout ce qui était là avant lui, mais qui par lui sont rassemblés en une performance. Et la perception de cette performance, la réception et le sens qui en découle se produisent dans le spectateur. Il trouve inutile d'essayer de déchiffrer le texte pour un sens qu'il qualifie de théologique, pour trouver un message d'une vérité quasi religieuse, pour essayer de se rapprocher au plus de l'auteur Dieu. Et il dit: la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur. Analyser le sens que l'on tire en tant que spectateur d'une œuvre peut s'avérer utile pour soi. C'est une forme de prolongement de l'œuvre dans la vie du spectateur. Je suis même tombé sur un gars qui disait « Le véritable artiste, c'est celui qui trouve du sens dans ce qu'il voit ». Et je trouve ça beau, ça nous encourage à être des spectateurs plus attentifs, plus passionnés. Moi qui parfois me trouve ridicule à essayer d'interpréter vainement un film, je me rends compte que la démarche même de chercher du sens, c'est une forme de connexion avec le monde. Et si on choisit de partager notre interprétation individuelle, on crée une discussion autour des valeurs, du contexte, de la perception de l'œuvre. On entame une négociation sur ce qu'elle peut représenter pour la société. Pour autant, il faut garder à l'esprit qu'une analyse n'est jamais la vérité absolue sur l'essence de l'œuvre. Elle n'est qu'une projection, une interprétation d'un spectateur et de son propre contexte. Moi qui aime regarder des vidéos d'analyse, je réalise que chaque essayiste sur YouTube semble avoir sa propre voix, sa propre façon de voir et d'aborder les thèmes, son propre rapport à l'art. Je lis pas assez de critiques professionnelles, mais le peu que j'ai lu, j'y ai perçu un niveau technique et académique impressionnant et ça m'a tellement fait peur que
Je me suis cantonné à l'amateurisme de YouTube. Je suis un flemmard aussi, je crois que ça compte en faveur du format vidéo. Guilty as charged. En un sens, l'analyse, la critique ou le commentaire deviennent finalement une autre forme de création. Et là où on croit révéler le psyché de l'auteur en analysant son œuvre, l'interprétation de l'œuvre en révèle finalement plus sur celui qui analyse que sur l'œuvre en elle-même. Sur l'état d'esprit du spectateur, sur les pensées qui ont généré en lui la perception de l'œuvre et le contexte dans lequel il vit, les sujets qui sont importants à ses yeux au moment où il cherche du sens dans l'œuvre. Si vous étudiez les conflits géopolitiques ou les inégalités hommes-femmes, ou si vous vous êtes récemment disputé avec un de vos parents, l'art a des chances d'agir comme un miroir sur votre vie du moment. Et vous y trouverez probablement des traces de ces thèmes, même si l'auteur, lui, pensait à toute autre chose en créant l'œuvre. Et le but n'est pas de savoir à quoi pensait l'auteur, le but est bien de s'approprier l'œuvre en tant que spectateur. À quoi nous fait-elle penser? Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur nous-mêmes, sur notre propre vie? Comment est-ce qu'elle peut nous permettre de grandir ou de changer le monde? Toutes mes analyses en disent long sur moi, sur mon état d'esprit au moment où je les ai publiées. Et je vous encourage absolument pas à éplucher ma chaîne YouTube en prenant des notes sur mon profil psychologique. Si vous faites ça, vous êtes quelqu'un de terrifiant. Envoyez-moi vos notes à l'occasion, ça pourrait m'être utile. En attendant, l'analyse qui m'a personnellement le plus intéressé ces dernières années, c'est l'analyse de la technique, l'analyse du craft. Cette forme d'analyse, elle pose la question, comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça a été créé? Et d'après moi, pour commenter une œuvre, il faut savoir autant analyser son propre ressenti que le sens thématique qu'on perçoit dans l'œuvre et que les techniques utilisées par l'artiste. Tous ces types d'analyses servent à mieux cerner l'œuvre et à construire un commentaire plus informé. Mais quand on cherche soi-même à créer des œuvres, l'analyse technique, c'est la plus prometteuse, celle qui paraît en tout cas la plus utile. C'est celle-là qui nous fait progresser. Enfin, c'est ce que je croyais. Bon, déjà, l'analyse de la technique, elle permet quelque chose de très important pour l'artisan, c'est de nommer les techniques. Imaginons que vous savez rien du cinéma et vous prenez une caméra et vous filmez quelque chose avec des amis, vous lancez l'enregistrement et au lieu de dire action, vous dites vas-y. Puis quand vous arrêtez l'enregistrement, vous dites c'est bon, on arrête, au lieu de dire couper. Et puis lors d'un dialogue entre deux personnages, vous commencez à faire pivoter très vite la caméra d'un personnage à l'autre, entre deux répliques, en faisant des allers-retours à répétition, et vous aimez l'effet, et au montage ça rajoute du dynamisme, et vous êtes content de vous, et vous décidez de le refaire dans votre prochain film. Si un de vos spectateurs remarque cet effet et décide d'en parler à quelqu'un d'autre, pendant combien de temps est-ce qu'il se contentera de le décrire comme le mouvement rapide de caméra de droite à gauche, avant de lui donner un nom à ce mouvement? Bah, ça s'appelle déjà le whip pan, ou le panoramique fouetté si vous détestez les anglicismes. Et d'un coup, quand vous embauchez quelqu'un pour tenir la caméra, ça facilite la communication si vous pouvez juste lui dire pour ce plan, tu me feras un petit whip pan, s'il te plaît. Silence sur le plateau et on y va. Vas-y, tu peux jouer, acteur. Donc, nommer les techniques, ça a du bon, c'est ce qui fait qu'on peut avancer de façon plus efficace dans chaque domaine. C'est la façon dont une innovation incongrue devient un cas académique. On étudie la nouveauté, on étudie les mécanismes pour avoir plus de vocabulaire et plus d'outils dans sa besace. Et en scénario, c'est pareil. Depuis Aristote, on connaît le caractère cathartique de l'art, on connaît la structure en 3 actes, on connaît l'amartia, la faute du héros tragique. C'est pratique de pouvoir parler de l'histoire en désignant la fin du second acte ou l'incident déclencheur, de faire des retours sur une scène en disant « tu peux ajouter de l'ironie dramatique là », et qu'on sache ce que ça veut dire en termes de scénario, mais aussi en termes de ressenti du spectateur. Donc les bouquins de théorie sont utiles pour s'instruire, mais dans le domaine de l'art, il n'existe pas de méthode à suivre. Le problème de l'analyse technique telle que je la décris, c'est qu'elle vient après la création, pas avant. On ne crée pas une œuvre d'art en partant de l'analyse. Alors, certes, aux yeux de certains, le travail du réalisateur est de savoir pourquoi il veut mettre en scène de telle façon. Certains pensent que l'artiste doit avoir une justification consciente derrière ses choix. Au scénario, on retravaille le texte jusqu'à être le plus sûr possible de provoquer les réactions désirées. Donc, on analyse bien avant que le produit soit fini. Certes. Mais on n'analyse pas l'idée avant de l'avoir eue. On analyse quelque chose d'existant pour en tirer le sens, mais on part pas du sens pour créer une progression dramatique. On analyse une structure de scénario existante avant de passer à la continuité dialoguée. On analyse la progression dramatique d'une scène avant de passer au découpage. Bon, ici je touche à quelque chose de très subjectif, je pense que ça se discute, donc je vais essayer d'expliquer au moins mon avis sur la question. Pourquoi est-ce que je dis qu'on analyse après alors que certaines histoires sont clairement calquées sur une morale prédéfinie? Jean de La Fontaine, il partait probablement d'un caractère social à parodier avant de trouver la métaphore adéquate. C'est possible de designer une histoire à partir d'un sous-texte. Mais Monsieur de La Fontaine, il trouvait probablement pas la métaphore parfaite du premier coup pour illustrer sa morale. Avant de trouver la bonne métaphore, il en aura sûrement essayé plusieurs versions. La seule raison pour laquelle il n'aura pas choisi ses autres idées, ce sera parce qu'il a décidé de suivre son intention première et continuer de chercher des idées plus adaptées. Donc ces autres idées, elles sont nées dans son esprit et elles n'avaient pas de lien avec le message qu'il tente de véhiculer. Les idées naissent donc dénuées de message. On en génère juste assez pour les analyser et choisir la plus adaptée. D'où ma théorie,
L'analyse vient après l'idée. Jusque-là, on parle d'analyser les idées qu'on génère pour trouver le sens qu'elles véhiculent. Et si on considère maintenant l'analyse technique, est-ce qu'on peut écrire en appliquant des méthodes ? So I need to establish the themes. Oui, on peut se dire, il me faut un élément déclencheur et chercher l'idée qui remplit ce rôle. Mais, tout comme mon exemple avec Jean de La Fontaine, on aura plusieurs idées avant de choisir la bonne. Encore une fois, les idées naissent, puis l'analyse choisit. Et même si on a appliqué une structure technique, quand on se met à rédiger, le choix des mots, les réactions des personnages, les figures de style, les rythmes et les sonorités proviennent dans l'esprit de l'auteur d'un gouffre insondable. J'y connais rien en neurosciences, mais je suis pas sûr qu'on ait expliqué à ce jour comment contrôler le phénomène de l'imagination. On peut le stimuler, on peut embrouiller les synapses et créer des hallucinations, mais j'ai pas entendu parler de méthodes qui permettent de diriger l'imagination dans la direction qu'on souhaite. Bien sûr, certaines structures ou certains choix tactiques sont des décisions conscientes au nom de la méthode, mais même si l'histoire a un agenda technique ou moral, il y aura des centaines de décisions qui n'auront rien à voir avec cet agenda. Beaucoup d'auteurs qui pensent partir d'un message pour écrire une histoire finissent par découvrir des thèmes dans leur histoire qu'ils n'y soupçonnaient pas. Et certains qui cherchent à renier les structures tombent souvent dans des formes d'histoire déjà connues. Je vais continuer de conjecturer, je pense que les idées techniques, elles peuvent s'expliquer certes par la maîtrise des outils, qui rend les idées possibles, mais aussi et surtout par les goûts de l'artiste. Et le goût, c'est quelque chose d'extrêmement volatile. Personnellement, je crois qu'une œuvre qui crée un effet, c'est une œuvre qui surprend. Et l'idée qui surprend, c'est pas celle qui est calculée. Elle surprend d'abord son auteur avant de surprendre le public. Et après s'être laissé surprendre, l'auteur peut analyser l'idée. Si elle véhicule le bon message, ou plutôt les bonnes sensations pour l'histoire que l'auteur essaie de raconter, l'idée pourra éventuellement garder sa place dans l'œuvre. L'idée naît d'abord dans l'imagination de l'artiste. Et l'analyse n'est pas tant un outil de création qu'un outil d'édition. Elle vient faire le tri dans les idées. Mais elle ne crée pas les idées. Si on faisait pas le tri, on garderait tout, donc faire le tri, c'est choisir de jeter. L'analyse s'apparente donc plus à un tueur d'idées qu'à un géniteur. Toi tu vis, toi tu crées. Si on se repose sur l'analyse pour créer, on est foutu d'avance. What if instead of making art without thinking, he said, you know what, I can't paint anything unless I know exactly why I'm doing it? What would have happened? He never would have made a single mark. Plus j'analyse les films en me demandant mais comment ils ont eu cette idée qui transforme cette histoire en un chef-d'œuvre, et plus je réalise que l'analyse permet d'établir une concordance entre les idées, de comprendre pourquoi les idées résonnent bien entre elles, mais pas de comprendre comment les idées naissent en premier lieu. Prenons l'exemple de la musique. Si on devait suivre une méthode pour écrire une musique, toutes les musiques se ressembleraient. On aurait toujours la même progression. Human music. I like it. Ce que faisaient Mozart et Vivaldi, c'était de nous surprendre à chaque détour, tout en nous confortant avec des thèmes récurrents. C'est le mélange entre la répétition et la nouveauté. Pourtant, on peut apprendre la théorie de la musique. Mais pour l'écrire, il faut laisser parler son intuition. Et l'intuition, je pense qu'elle peut effectivement s'aiguiser grâce à la théorie, donc à l'analyse, mais aussi et surtout grâce à la pratique. Et j'insiste sur la pratique parce que sans la pratique, je crois qu'il faut surtout pas s'attarder sur l'analyse. Je crois que c'est ça la première contre-indication. On croit bien faire en se préparant théoriquement avant de passer à l'action, mais dans le cas de l'art, aucune préparation ne nous aidera à être plus vrai, plus authentique, plus original. Au contraire, je crois même que si on cherche à s'exprimer, l'introspection est plus utile que l'analyse technique, dans le cas de l'art. Je préfère un film avec des scènes d'exposition mal dégrossies et un dénouement incomplet, mais qui joue avec des idées personnelles en faisant preuve d'une certaine intelligence émotionnelle, plutôt qu'un film parfait dans sa structure qui n'essaye rien de personnel, rien de nouveau. Il y a une autre contre-indication, c'est l'analyse comparative. Vouloir absolument se mesurer au maître. L'ambition égotique. Voir dans son art un moyen de s'élever socialement. Ça, c'est dangereux. De toute façon, essayer de prouver quelque chose par son art, c'est la meilleure façon de tomber dans la paralysie par l'analyse. L'analysis paralysis, comme ils disent. Si vous voulez voir des écrivains victimes de leur propre ambition, allez voir Adaptation ou Barton Fink. C'est des super films qui articulent ce sentiment avec un humour absurde très bien dosé. Ce blocage, il nous retient de s'envoler sur la page parce qu'on est trop occupé à compter les cases que notre œuvre doit cocher pour nous élever au statut de génie. Parce qu'on refuse d'écrire quelque chose qui soit purement du divertissement, vide de sens. Et on refuse d'écrire un film qui soit pas une expérience inouïe, un spectacle inoubliable. On veut absolument s'approcher d'une perfection technique à la limite du divin. Lord, make me a great composer. Make me famous through the world, dear God. Make me immortal. Dans Amadeus, Salieri est lui-même expert en composition. Il est le plus à même de comprendre le génie de Mozart, là où tous les autres ne voient en Wolfgang qu'une commodité, une sorte de singe savant
qui nous amuse un temps mais finit par nous ennuyer même quand il redouble de virtuosité. Le public, il préfère les comédies grossières aux puissants opéras de Mozart. Mais Salieri, lui, il admire Mozart et il le déteste en secret parce qu'il est la preuve, à ses yeux d'expert, que Salieri lui-même n'est pas le génie qu'il a toujours espéré devenir. Le film ne parle pas d'analyse, mais dans notre cas, on peut y voir une forme d'analyse qui nous garde dans une déception constante de notre propre virtuosité, dans une comparaison avec des génies immortels, des idéaux inatteignables et irréalistes. Même quand ces icônes négligent leur propre mode de vie au point de laisser leur art les tuer, rendant leur vie finalement peu désirable, bien qu'on continue de convoiter la facette créatrice de leur esprit. Et en même temps, comment y échapper? Ça semble inévitable. On est d'abord inspiré par les grands, et on a envie de devenir comme eux, c'est toujours cette course à l'immortalité. Mais si la perfection de notre œuvre devait nous sauver de notre disparition, chaque défaut dans notre création deviendrait alors une menace existentielle. Non seulement c'est extrêmement toxique, mais c'est aussi vain, vide et futile. Et c'est très difficile à différencier de l'intention de bien faire. Où est le seuil entre l'ambition de faire quelque chose de beau parce qu'on aime le beau et l'envie d'être remarqué pour ce qu'on a fait de beau? Quand notre œuvre comporte un défaut, quand une scène manque de conflit, qu'un personnage n'a pas d'objectif clair, ou que l'enjeu n'est pas assez urgent, est-ce qu'il faut absolument le corriger? Pourquoi est-ce qu'on le corrige? Pour améliorer l'immersion du spectateur, pour créer des émotions qui nous tiennent à cœur, pour rendre le spectacle plus saisissant, pour éviter les critiques, pour correspondre aux attentes? Même si ça semble venir de l'intérieur, que ça nous titille personnellement de corriger la petite imperfection qui nous paraît inadaptée pour compléter notre propre vision de l'œuvre, est-ce que ça vient vraiment de nous? Est-ce que ça vient pas d'une insécurité, d'une projection, d'une attente qu'on place dans le regard des autres? Est-ce que l'enfant qui est en nous a vraiment besoin que ce soit parfait ou est-ce qu'il a peur d'autre chose? C'est très dur, une fois qu'on a laissé l'analyse faire partie de notre façon de regarder, de l'oublier à nouveau pour se laisser libre de faire les choses pour le plaisir de les faire, d'être content de partager ce qu'on a fait, bien sûr, mais sans dépendre des réactions. Et en même temps, on est forcé de se poser la question, est-ce que c'est pas la responsabilité de l'auteur que de savoir ce que son œuvre raconte, de maîtriser au mieux son propos pour pas propager des idées néfastes à la société, surtout quand on parle d'un art aussi populaire et puissant que le cinéma, et d'enjeux culturels, ou même juste du coût de l'expression sur un tel support. Dans ce cas, l'analyse devient alors indispensable à l'auteur. Et c'est une notion tout à fait défendable. Si on écrit une histoire qui incite à la haine ou qui glorifie des actes immoraux, il faut prendre en considération l'impact que cette histoire aura sur son audience. Des nations entières et des groupes religieux se font la guerre depuis des millénaires au nom des histoires qu'ils se racontent. Que ce soit des histoires métaphysiques ou juste des histoires de légitimité, de territoire ou de vérité économique. Les histoires ont un véritable pouvoir qu'il faut pas négliger. Et en même temps, est-ce qu'on n'aurait pas envie un peu de se dédouaner en tant qu'artiste? C'est pas parce qu'on représente des actes immoraux qu'on les cautionne. Si, c'est le grand débat. Comment on fait quand une satire devient une icône pour les masculinistes qu'elle critique? Comment expliquer aux fanatiques de la Red Pill que Matrix était une invitation à s'affranchir des carcans que la société nous impose, alors qu'embrasser une idéologie revient plutôt à préférer l'ignorante servitude de la pilule bleue, celle de Morpheus, hein, pas celle de Pfizer? Comment on fait quand malgré toute notre attention, le message de notre histoire peut être tordu dans tous les sens pour servir d'autres agendas? Si on suit la conclusion de Roland Barthes sur la mort de l'auteur, alors on peut pas tenir l'auteur responsable des conclusions tirées par les spectateurs. Certains auteurs essaieront autant qu'ils le pourront de ne représenter que la vérité, mais la vérité ne provoque pas la même émotion et n'engendre pas les mêmes idées selon l'angle qu'on choisit pour la raconter. D'autres font attention à ne représenter que l'absurde. Il n'y a pas de notion de bien et de mal, pas de récompense ni de punition. L'histoire ne partage aucune leçon et représente le chaos amoral de la vie. Ce qui semble important dans le fait d'analyser sa propre œuvre, c'est de la confronter à la notion d'honnêteté. Plutôt que de défendre une position et d'incarner une idéologie, il me semble essentiel de se demander si on dit la vérité. J'ai aussi l'impression que plus l'histoire qu'on raconte prend la dimension de mythe, plus elle a vocation à expliquer la vie en termes de vérité générale. Elle cherche à englober des archétypes et des grands symboles universels. Alors que si l'histoire se rapproche du personnel, si les personnages semblent particulièrement singuliers et qui paraissent impossibles à associer à un groupe social, alors l'histoire s'épanouit dans un contexte beaucoup plus restreint et ne porte pas de message au-delà de la sphère personnelle. Platon, lui, il proposait carrément d'imposer des règles à la poésie, qu'il estimait dangereuse sans l'antidote de l'éducation. Pour lui, représenter un comportement immoral, même pour le condamner, risquait de le rendre désirable. C'est marrant, ça voudrait dire que pour une liberté d'expression artistique sans risque de perversion, il faudrait un système d'éducation qui fonctionne vraiment. C'est fou tous ces problèmes que l'éducation pourrait résoudre. En tout cas, la responsabilité de l'artiste, c'est pas de fournir une encyclopédie du comportement moral à tenir en société. Il s'agit pas de punir l'immoral et de récompenser la vertu. Je pense qu'on est d'accord pour dire que sois gentil, pas méchant, c'est pas ce qu'on attend de l'art. On aime l'art pour des raisons personnelles, chacun a sa propre définition de l'art. D'ailleurs, la tentative même de définir l'art peut devenir une forme d'art en soi. Poetry.
beauty, romance, love. These are what we stay alive for. Quand Vince Gilligan dit qu'il faut écrire plus de héros pour arrêter de glorifier les méchants, je pense que la définition de héros reste encore le mystère. Quand on voit l'héroïne de sa nouvelle série Pluribus, on réalise qu'un héros est aussi bourré de défauts et incarne toute la complexité problématique et autodestructrice de l'être humain. J'aime quand l'art agit comme un miroir sur l'humanité. J'aime reconnaître la réalité dans la fiction, réfléchir sur des actes et des idées, envisager des perspectives que j'aurais jamais connues sans les œuvres qui me les présentent. Est-ce que l'auteur a une responsabilité autre que d'exprimer la vérité, aussi subjective soit-elle? De toute façon, je pense que c'est le public qui décide du sort de l'œuvre. Je pense que si la vérité de l'auteur est incompatible avec celle du public, pas sûr que l'artiste ait beaucoup de succès. Encore cette notion de succès. En même temps, bon, est-ce que l'art c'est pas fait pour être partagé? J'ai beaucoup de questions, j'ai pas beaucoup de réponses. Je pense que l'analyse peut permettre d'articuler pour soi et pour les autres des idées qui résonnent en nous face aux œuvres qui nous émeuvent. Je pense qu'elle permet aussi à l'auteur de se faire une idée de ce que son art signifie à ses yeux. Mais le commentaire ne peut pas exister sans l'œuvre. L'analyse permet d'éclairer le mystère de l'art, d'en explorer les recoins, d'articuler nos sentiments. En technique, elle permet de théoriser des outils et d'aiguiser notre intuition. Mais durant la pratique, elle finit par nous rendre trop conscients de notre incompétence, des défauts de ce qu'on essaye de créer. L'art, c'est une question d'envie, de goût, de sensation. Essayer de faire de l'art conscient, est-ce que c'est pas tuer la charge potentielle d'inconscient qui pourrait l'habiter? Avoir le courage de créer, c'est prendre le risque de se dévoiler plus qu'on ne le sait et d'exposer nos défauts au grand jour. The powerful play goes on and you may contribute a verse. What will your verse be? Je crois que jusque-là, j'ai été trop occupé à regarder l'art et à le contempler sous tous ses angles en essayant de tirer les clés de sa fabrication en espérant arriver à une formule parfaite, mais si je veux fabriquer, faut que je cesse de contempler, faut que je cesse de me poser des questions et que je mette les mains à la pâte. Et pour arrêter de m'arrêter, je dois éviter de regarder dans toutes les directions, je dois cesser d'analyser ce que je suis en train de faire en me demandant si c'est la bonne façon. Est-ce que pour pouvoir avancer, il faudrait que je ferme les yeux ?